Je reprends après cette interruption brutale. Donc, un autre exemple d'art brut avec Aloïse Corbaz, une femme absolument extraordinaire, qui va passer un bon moment de son existence dans un asile psychiatrique, près en Suisse, une nouvelle fois, et qui va régler d'une certaine manière son problème par la création artistique, une création abondante, absolument invraisemblable d'une certaine manière, tant par la qualité que par la complexité, le caractère même énigmatique de ses peintures. Donc Aloïse, née à Lausanne en 1886, elle va mourir en 1964, une fois de plus une certaine longévité, dans un asile à Gimel-sur-Morge, donc en Suisse. Elle a reçu une bonne éducation, elle est d'une classe moyenne. Voilà, sa maman décède évidemment à 11 ans de multiples grossesses, mais sa grande sœur va prendre le relais de l'autorité maternelle. Et cette femme a une certaine ambition, elle est cultivée, on le verra par la suite, elle veut devenir cantatrice. Et finalement, du fait d'une liaison qui n'est pas du goût de la grande sœur, on l'envoie en Allemagne comme gouvernante dans quelques familles bourgeoises et de fil en aiguille, elle arrive finalement dans l'entourage du Kaiser Guillaume II. Et alors là, le problème commence peut-être, hein, mais il a peut-être commencé avant. La voilà qui tombe amoureuse du Kaiser, qu'elle ne voit pas de près. Et on verra que les empereurs ont une importance très, très grande dans sa vie. Elle est amoureuse sans doute à Liquier, et elle retourne à Lausanne parce que c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc, elle revient avec son problème qui sans doute prend beaucoup de place. Elle se croit enceinte du Christ, elle crie dans la rue qu'on lui vole ses enfants. Bon, très vite, le diagnostic de schizophrénie lui tombe dessus en 1918 et elle est internée pour le reste de ses jours, donc à la Rosière, puis à Gimel-sur-Morge. Et là, elle travaille en cachette, évidemment, enfin plus ou moins en cachette. C'est pas ce qui est prévu pour elle dans cette institution. Et elle commence à dessiner, beau lapsus. Elle commence à dessiner et elle est connue maintenant sous le nom d'Aloïse. Et son art va susciter, là encore, l'intérêt du docteur Hans Steck, de nouveau un médecin psychiatre, et de son assistante Jacqueline Poré-Forel, qui conserve toutes ses œuvres, qui dialogue beaucoup avec elle, qui fait connaître Aloïse à Jean Dubuffet. C'est l'avantage de la Suisse. Donc, Jean Dubuffet a des acquaintances avec ce pays. Ils se rencontrent. Il n'y a pas de communication entre Aloïse et Dubuffet. Est-elle folle? Dubuffet pense qu'elle a trouvé dans la peinture un espace intérieur à sa folie pour créer un univers visuel remarquable, sans lien évidemment avec le monde réel. Comment peut-on être amoureuse du Kaiser, plus tard de Napoléon III? Alors elle travaille avec les moyens du bord, des crayons de couleur, des papiers qu'elle récupère, et elle écrase des taches de pétales, des pétales du géranium qui lui donnent quelques colorants. Elle met un peu de dentifrice parfois pour épaissir ses couleurs, des papiers d'emballage, des cartons, images de femmes, donc avec leurs futurs amants, des scènes passionnées, comme on voit ici, avec cette femme merveilleuse qui tient dans ses bras donc un militaire galonné, médaillé, un valeureux soldat de l'Empire, bien sexué d'ailleurs, qui est donc son amant, un amant imaginaire. Et puis il y aurait aussi le verso que l'on ne voit pas ici, des images de magazines qu'elle découpe. Et elle associe ces différentes feuilles, qui sont relativement petites, les unes aux autres, avec du fil, des fils de fer, certains fils, et ça donne des longues narrations de d'1 mètre et demi, 2 mètres, longues narrations épiques d'un royaume où l'amour s'exprime d'une façon théâtrale, hyperbolique et malgré tout assez crue.
Alors, très curieusement, cette Aloïse est cultivée. La différence avec notre précédent Joseph, Adolphe plutôt, qui n'avait pas été à l'école. Elle a été à l'école, elle connaît les mythes, et elle connaît le mythe d'Atalante. Peu connaissent le mythe d'Atalante, mais il faut demander à Aloïse, elle va vous raconter l'histoire de cette Atalante qui jette des pommes d'or. On doit voir les pommes d'or ici, voilà, qui sont un peu dispersées. Bon, ces seins, évidemment, sont peut-être des pommes aussi. Cette Atalante est éduquée par Chirone, qui, après avoir été abandonnée par son père, elle refuse le mariage, bien sûr. Elle refuse le mariage. Elle se veut un peu comme Artémis, Diane chasseresse, qui chasse le sanglier et qui voyage avec des argonautes. Elle tue 2 centaures dans le mythe qui avait abusé d'elle. Des exploits donc tout à fait hors du commun. Et elle ne veut prendre pour époux que celui qui la battrait à la course. Et ceux qui échoueraient seraient mis à mort. Alors les prétendants sont nombreux. Les prétendants partent les premiers. Mais Atalante, munie d'un javelot, tue ceux qu'elle dépasse et de nombreux prétendants moururent ainsi, jusqu'à ce que se présente Hippomène. Hippomène, qui est Hippomène? Qui est, lui, aidé par Aphrodite. Hippomène a une ruse. Il laisse tomber 3 pommes d'or qu'il a cueillies dans le jardin des Hespérides et qui vont distraire Atalante. Curieuse, Atalante s'arrête pour les ramasser et du coup, elle est devancée par Hippomène qui arrive le premier. Mais le destin de ces 2 amants, improbable, se complique parce qu'ils se rendirent coupables d'une relation sexuelle dans un temple, ce qui est foncièrement interdit. C'est la même histoire avec Laocoon et puis Apollon. Atalante aussi, on dit qu'elle oublie de remercier Aphrodite d'avoir trouvé son époux. Et donc, pour se venger, Aphrodite, se venger soit d'avoir eu une relation sexuelle interdite, soit de ne pas l'avoir exprimé sa reconnaissance, Aphrodite envoie aux amants un désir irrépressible qui les conduit à s'unir d'une façon absolument imprévisible et insoutenable dans le temple de Cybèle. Et donc Cybèle courroucée les métamorphose en lion et les attelle à son char. C'est donc toute l'histoire de rapports sexuels impossibles à moins d'un exploit interdit par les dieux, c'est-à-dire par les autorités. Et donc, c'est tout son problème qui rejaillit là, puisque son rapport, elle, souhaitait, désirait, est celui qu'elle aurait aimé avoir avec le Kaiser Guillaume II, évidemment, bien improbable. Et donc ces figures sublimées que l'on retrouve ici encore avec une figure papale, ici une sorte de patriarche, parce qu'il y en a 4, mais voilà, donc toujours ces attributs féminins bien mis en valeur, et des dessins donc tout à fait extraordinaires sur cette vigueur sexuelle, du désir sexuel. Alors, elle reporte tout son amour sur Napoléon III. Napoléon III ici, qui embrasse la bien-aimée couverte de bijoux, plus ou moins habillée ou dénudée, comme on veut. Donc, une rencontre improbable de Napoléon III à Cherbourg, qui n'est évidemment jamais eu lieu. Et donc, on voit ici Napoléon III qui porte sa bien-aimée comme une reine et son corps est couvert de perles. Voilà, tout ça représente évidemment une très belle union. Aloïse développe donc une cosmogonie absolument incroyable avec tous ces personnages qu'elle aurait rencontrés, qu'il aurait embrassés, qui lui auraient donné donc le nirvana sexuel. Alors voilà, notre Aloïse, bon, on l'aime beaucoup, cette Aloïse, parce que effectivement, personne n'a sans doute compris la force de son amour, de son désir, de sa sexualité, et qui donc va créer une fêlure en elle, c'est évident, qu'elle ne vit pas ça d'une façon paisible et qu'elle nous encombre peut-être par ce désir irréalisable d'adolescente, peut-être mal assumé. Là, voilà, qui passe donc sa vie
dans cet asile. On pourrait faire un parallèle avec donc avec Camille, Camille Claudel. Bon, pareil, sa relation avec Rodin devient impossible, torrentueuse, orageuse, et débouche sur une folie de la part de Camille. Il faut l'enfermer. Elle passe aussi le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Alors, à la différence peut-être que Camille n'a plus rien produit après. Elle est restée sur sa chaise, elle est restée immobile, très consciente, hein, puisque toutes les relations que son frère ou d'autres étrangers visiteurs peuvent avoir avec elle montrent une tête bien faite et un désir d'en sortir, mais elle ne crée pas. Alors que Aloïse, elle va créer ses œuvres d'art tout à fait étonnantes, comme ce tableau. Suivez votre étoile, suivez votre désir, suivez votre instinct, mais évidemment d'une façon totalement imaginaire, fantasmée, comme ce carnaval, cette scène de groupe ici avec Pape, Sphinx, Sirène en 1946-1947, ou encore ce carnaval de Nice, un carnaval d'étudiants en 1955. Voilà, ici carnaval de Nice, étudiants, et c'est une très belle écriture, très fine. A-t-elle eu a-t-elle vécu ce carnaval de Nice? C'est possible. Et donc voilà, cette femme, il faudrait voir le film de Liliane de Kermadec avec Delphine Seyrig sur cette personnalité tout à fait étonnante, tout à fait inquiétante, qui finit donc sa vie dans l'incognito d'un asile, si ce n'est que des médecins et psychiatres s'intéressent à elle et que ces dessins constituent évidemment une des clés de la collection d'art brut constituée par Jean Dubuffet. Que penser? Voilà, il faudrait interpréter tous ces dessins, c'est très très compliqué. Euh, ces deux visages, par exemple, sont tout à fait étonnants ici, avec les deux yeux qui finissent par constituer un seul visage. S'agit-il d'une sublimation? S'agit-il d'un déni de réalité? La psychiatrie, la psychanalyse va se pencher sur ces problèmes. Est-ce que la psychiatrie va soigner Aloïse? C'est difficile. Mais nous, aujourd'hui, on reçoit ces peintures. Et je vais insister de plus en plus sur la réception de ces peintures. Qu'est-ce que ça nous fait de recevoir, de voir ces tableaux tout à fait étranges, énigmatiques, séduisants, érotiques à souhait? Qu'en faire? Qu'en faire? La question est redoutable. Je prends un autre exemple avec Augustin Le Sage, un héros du Nord qui là-bas est très, très bien connu, un mineur dans le Pas-de-Calais, fils de mineur, arrière-petit-fils de mineur, marié avec une femme qui est une fille de mineur et qui va donc s'épanouir précisément non pas tant dans la mine que dans la peinture. Il va mourir à 70 ans, 1954, c'est pas très vieux. Il est considéré aussi comme une figure majeure de l'art brut. Tout le monde connaît Augustin Le Sage, admiré par André Breton, intégré évidemment par Jean Dubuffet dans sa collection dès 1948, bien avant sa mort. Donc finalement un homme qui va connaître une certaine célébrité, mais qui ne va pas en faire beaucoup de cas. Et donc, son premier tableau en 1912, et il va réaliser plus de 800 peintures, plus des dessins, des schémas, enfin des écrits. Tout ça est énorme. Et donc, le problème avec Augustin Le Sage, c'est qu'il se complique avec le spiritisme. Voilà que cet Augustin Le Sage entend une voix au fond de la mine qui lui dit « Un jour, tu seras peintre ». Alors, il semble que le spiritisme soit partagé à cette époque-là chez les mineurs. Une ambiance spirit, donc avec des médiums, avec des voix très très mystérieuses. Il faudrait étudier ça, je ne pense pas que ça a été très bien étudié. Toujours est-il qu'il va raconter toutes ces révélations qui lui sont faites par des voix intérieures, extérieures, partagées par d'autres peut-être. Il les raconte au docteur Osty, qui lui-même va les transcrire dans les fameux ouvrages de la collection d'art brut. Et donc, on a des traces de ce phénomène donc artistique, bien sûr, doublé d'une expérience de spiritisme. Alors,
très compliqué. Ses premiers dessins automatiques sont signés Marie. Non, pas du tout Augustin. Marie, c'est sa jeune sœur qui est décédée. Il y a un rapport avec, avec les morts. Alors la voix lui dit un jour, voilà, aujourd'hui, il n'est plus question de dessin, mais de peinture. Sois sans crainte et suis bien nos conseils. Oui, un jour, tu seras peintre. Et tes peintures seront soumises à la science. Tu trouveras cela ridicule dans les débuts. C'est nous qui tracerons par ta main. Ne cherche pas à comprendre, surtout suis bien nos conseils. Tout d'abord, nous allons te donner par l'écriture le nom des pinceaux et des couleurs que tu iras chercher chez monsieur Porriche à Lillier. Tu iras chercher là et tu trouveras tout ce qu'il te faudra, etc., etc. C'est un peu compliqué. Et il semble que ce genre d'apparition que la religion catholique connaît bien. Par ailleurs, nous avons aussi dans notre histoire de nombreuses apparitions à des bergères, à des bergers, à des gens de faibles conditions qui précisément ne vont pas s'afficher par la voie des autorités officielles. Au contraire, vont s'opposer aux autorités officielles. Il est possible que ce surnaturel soit construit, évidemment, par Augustin le Sage et par d'autres mineurs d'ailleurs, pour exprimer un désir, une volonté qui est interdite, impossible. Quand on est dans le fond de la mine, on est complètement écrasé par la tâche de servitude. Et donc, il y a une sorte d'échappée déjà par la spiritualité, par ce contact avec l'au-delà direct, qui contourne évidemment les autorités les plus officielles. Et c'est la même chose, à mon avis, pour les bergers, les bergères qui ont eux aussi un contact avec Dieu par-delà les curés et autres autorités hiérarchiques qui, évidemment, sont à 100 lieues de penser qu'un être simple, entre guillemets, puisse avoir accès à la révélation, puisse avoir accès à une certaine vérité. Donc, il y a évidemment un jeu un conflit de pouvoir. Le problème du surnaturel n'est pas tellement accepté par Dubuffet qui s'en méfie et le sage sans doute en use et en abuse pour dire que son œuvre n'est pas le fait d'un mineur, bien sûr, un pauvre mineur, quelle considération peut-on avoir d'un pauvre mineur tout noir qui sort de la mine et à peu près mort, plus mort que vivant? Non, est-ce qu'il le fait par modestie, par ruse? Sans doute que le spiritisme ici est un moyen efficace de contourner la toute-puissance des autorités académiques. On se retrouve bien dans le côté marginal, donc doublement marginal. Marginal parce qu'il est mineur, marginal parce qu'il voilà, qu'il a une vérité qui lui vient directement d'en haut. Alors, ça se complique parce que par la fin, il va avoir accès à la connaissance égyptienne. Donc, il est censé faire des tableaux que tout d'un coup, parce qu'il a un voyage en Égypte malgré tout, il va découvrir dans les pyramides exactement le même. Bon, cette peinture des Égyptiennes est connue, à vrai dire, elle est dans les magazines, elle a certainement été mise sous les yeux d'Augustin le Sage. Tout ça est assez construit, mais peu importe, c'est pas le problème de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Le problème ici est de voir notre Augustin qui va prendre son indépendance. Alors, il réalise ces grands tableaux de 3 mètres sur 3. Imaginez, 3 mètres sur 3, on ne pourrait pas l'exposer dans notre galerie à Créteil, de Chemin des Arts. 3 mètres sur 3, un travail de miniaturiste. Alors, regardez c'était extraordinaire, méticulosité. Il y a sans doute un schéma général, mais 3 mètres sur 3, il n'en a jamais la vision totale. Il fabrique sans doute ligne par ligne, sans avoir une connaissance peut-être très précise du schéma général. Il accumule des micro-éléments, il va saturer toute la surface par des gestes extrêmement répétitifs qui sont d'une certaine manière l'annihilation de l'invention. Il n'y a pas de trait de génie, il n'y a pas de cette impulsion à la Van Gogh ou je ne sais où à la Gauguin. Bien sûr que tout est contraint, tout est bridé, tout est complètement géométrisé, tout est complètement encadré, limité, miniaturisé. Peut-on appeler cela une création? Il dit, mes guides me disent depuis un certain temps que je suis arrivé à l'apogée de mon premier apostolat et que je dois entrer dans la deuxième phase de mon apostolat. Donc tout ça se double d'une conscience de messager divin. Et donc cet homme, on le dit, inculte, sans hérédité,
c'est le terme qu'on utilise à l'époque, sans hérédité artistique, comme si l'art se transmettait par l'hérédité, simple mineur, comment se fait-il qu'il soit arrivé à cette forme d'art qui aujourd'hui nous intrigue, nous éblouit d'une certaine manière par sa perfection, par sa grandeur, par son ambition. Visiblement, la construction ici est tout à fait cohérente et débouche sur une sorte d'ostensoir, sur une sorte de vision tout en haut d'un être suprême, cette fameuse voix peut-être qui l'anime, ce surnaturel qui lui fait quitter définitivement la mine en 1923. Alors évidemment, il est très soutenu, c'est Augustin Le Sage, à la différence d'Aloïse qui est malgré tout totalement abandonné dans son asile. Non, Augustin, là, André Breton, et puis ensuite le directeur de la revue Spirit, Jean Meyer, et puis Dubuffet, qui est au courant de tout ça, vont finalement le sortir de la mine, et il sera dispensé du travail de la mine, et il pourra se consacrer à son travail de réalisation donc picturale. Alors voilà, ici un autre tableau aussi, avec cette figure de Christ au centre, et peut-être une trinité ici, avec l'absence de visage, mais enfin quelque chose, donc des constructions très symétriques, avec des réminiscences égyptiennes très nombreuses, évidemment. Euh, cette construction extrêmement équilibrée correspond évidemment à une vision très cohérente, mais mystérieuse parce que tout ça devrait s'interpréter. Le sage en parle beaucoup dans ses dialogues avec le docteur Osty, mais ne nous donne pas beaucoup d'éclairage sur la signification profonde, sinon il se sent investi d'une mission divine qui est celle de transformer le monde. Voilà. Alors, Augustin le Sage est célèbre. Il est célèbre de son vivant. Ça pourrait peut-être contredire la définition de l'art brut, puisqu'on va chercher des artistes qui s'ignorent et qui sont ignorés. Il ne s'ignore pas en tant qu'artiste, il sait qu'il a une vocation de peintre, mais tout ça s'exprime quand même en marge totale de la rationalité, de la raison, des autorités. Et il est évidemment soutenu par des gens qui sont adeptes du surréalisme, qui sont adeptes de ces expériences totalement subliminales qui nous entraînent bien au-delà dans un monde totalement inconnu. Voilà donc cette vocation. Alors, on pourrait citer aussi Anna Kaman, qui grandit dans les cantons de Turgovie et de Bâle, après une formation elle est tisserande, elle tisse, elle est tailleur. Elle a d'abord travaillé comme tailleur, puis elle est devenue responsable de la couture dans une entreprise de vêtements. Mais en 1933, cette Anna Kaman s'est mariée et a déménagé en Allemagne. Et après la mort de son mari pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée dans les environs de Bâle. Alors à 85 ans, elle a un accident cérébral qui l'a contraint à rester dans un fauteuil roulant et confiné. Alors, là, voilà, donc immobilisé, c'est une vocation tardive, très très tardive ici, de quelqu'un qui a perdu sans doute pas mal de ses moyens. Et donc, voilà, un jour, une infirmière lui donne un bloc-notes et des feutres, et elle commence à dessiner de manière intensive et réalise un travail important dans la maison de retraite de L'Eurarque. Souvent plusieurs feuilles de papier par jour. Le thème le plus important est son Google. Je ne sais pas très bien si ça a un rapport avec le coq. Elle est inspirée par un coq en bois qui est dans sa chambre. Alors, elle le réalise par des petits points, donc une sorte d'application, une technique de tamponnage graphique adaptée à la mobilité restreinte, ce qui lui reste, donc sans doute pas grand-chose, un bras, une main, avec laquelle elle a obtenu une étonnante abondance d'expression très simplifiée. On pourrait penser, mais tout rapprochement est évidemment complètement suranné ici. On pourrait penser à Matisse, Matisse à la fin de sa vie, qui est aussi assez handicapé, qui va travailler d'une façon très minimaliste parce qu'il ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, sans doute des conditions physiques qui empêchent une expression totale, mais voilà qu'on obtient ces coques très construits qui vont se répéter et ces petits points dessinent une sorte de rythme, une sorte d'occupation de l'espace qui est loin d'être insensé, tout est construit, tout est maîtrisé, tout est voulu avec une alternance de couleurs. Tout ça nous intrigue beaucoup et finalement nous déroute.
peut-être c'est ça le but finalement de l'art brut, c'est de nous dérouter. Alors, bon, on pourrait continuer avec ces totems ici, on les voit à Villeneuve d'Ascq, le travail dans du bois, des racines, des troncs qu'on ramasse et qu'on sculpte, mais qui ont déjà une forme, mais on va prolonger cette forme. S'agit-il d'art brut? Beaucoup d'artistes vont le faire aussi, tout un chacun le fait sans forcément être dans une situation, de souffrance, morale ou psychique. Et pour terminer, je voudrais nous revenir, assez près de chez nous, dans le Val-de-Marne. Finalement, nous avons aussi des artistes connus, pas connus, voilà, qui sont à proximité. Ici, c'est la maison anonyme, Kremlin-Bicêtre. Je crois qu'elle n'est pas très loin de la mairie, je ne l'ai pas vue. Réalisée par un anonyme. On n'a même pas conservé son nom. C'est un peu comme les gens qui meurent dans la rue, sans nom, on ne sait même pas leur âge, on sait que c'est un homme, une femme. Bon. Et tous les ans, on a cette liste de gens que nous avons côtoyés qui n'existent presque pas, presque plus. Et donc ici, des céramiques, des matériaux de récupération dans du ciment qui constituent un mur extrêmement intéressant. Bon, ici, il y a la bouche de gaz, mais le numéro 9, voilà, je ne sais plus quelle rue. Un homme a vécu là et a réalisé cet environnement pierre après pierre, faisant le ciment, le liant, qui lui permet de créer ce mur. Alors, on pourrait dire que c'est vraiment basique, minimaliste, hein, il n'y a presque rien. Ça peut prendre des formes beaucoup plus importantes, comme ici la maison de Josué Virgili au Kremlin Bicêtre. Il vit de 1901 à 1991, 54 avenue Charles Gide, et il commence à réaliser ces choses sans doute à sa retraite vers 1970. Alors voilà, c'est une accumulation répétitive, saturante, ordonnée néanmoins, parce que tout n'est pas fait n'importe comment, de céramique, de mosaïque, de ferronnerie, de poupées, de peintures, d'objets de récupération, absolument incroyable. Dans ces petits pavillons de banlieue extrêmement pauvres, le voilà toujours en train de célébrer d'une certaine manière cette accumulation. Alors, c'est vraiment des objets rares, une sorte de musée des curiosités tout à fait étonnant, qui fait la joie de cet homme qui vit au milieu de ses poupées, au milieu de ces êtres un peu mystérieux, fantasmatiques, des églises et autres systèmes tout à fait étonnants. Voilà, un homme de chez nous. Bon, on le connaît évidemment, Josué, mais alors ça va être très difficile. Je ne sais pas ce que c'est devenu tout ça. Je sais qu'on s'y intéresse beaucoup dans le Val-de-Marne parce que on essaie de conserver évidemment ces formes d'expression populaire dans son voilà. Mais comment on peut déplacer ce genre de salle à manger? La photo évidemment est précieuse. Il faudrait sans doute déplacer l'artiste avec lui parce que ça n'a pas de sens sans lui. Alors un autre encore, le petit musée ici de Maurice Lelouch, 63 rue Diderot à Champigny de 1970 à 1989. Des peintures aussi avec beaucoup de pierres mosaïques. C'est un ancien maraîcher, voilà, qui termine sa vie dans un petit pavillon tout en longueur. Et alors, il réalise ces fameux personnages, Père Noël, des anges, des figures de diables qu'on retrouve bien dans l'art roman, d'ailleurs, je les connais bien, des monstres, des bateaux. Ici, le France, voilà, qui est réalisé avec une petite dédicace à Claudie. Je ne sais pas qui est Claudie. Bon, ce France s'est échoué ici d'une façon improbable à Champigny. Voilà, ici, Dieu protège la France, des grandes inscriptions. Voilà, c'est un art très simple. Le drapeau français n'est pas un modèle de créativité artistique, mais bon, tout ça crée une alternance de couleurs, jusque dans sa chambre à coucher, hein, qui devient totalement saturée ici, une sorte de grotte avec un petit néon tout à fait vulgaire, une sorte de caverne d'Ali Baba peut-être, une caverne préhistorique, je ne sais pas, enfin le voilà qui conçoit néanmoins tout un espace, tout un environnement. Cet homme n'est pas malade, cet homme n'est pas fou, cet homme n'est pas handicapé, non, non, c'est tout un chacun, mais il crée un univers tout à fait étonnant, un peu cynique malgré tout, puisque ces messages nous intriguent. Ici, le décor est beau, mais l'ennui est grand, il s'emmerde, et ça, c'est évident. Et donc,
donc il fait bien pousser ses petits poireaux en dessous d'autres plantes. C'est un ancien cultivateur, maraîcher, mais il s'occupe évidemment. Alors on peut penser au facteur cheval, on peut penser à toutes ces maisons qui ont aussi intrigué les surréalistes et qui constituent donc un environnement tout à fait extraordinaire. Voilà, ici ce jardin tout en longueur, vous voyez, entre deux pavillons de banlieue, ça peut vous donner des idées pour vos jardins qui sont sans doute, nos jardins qui sont sans doute plus grands. Donc ici une tour Eiffel, le summum de l'art populaire que tout le monde dans le monde entier a dans sa cuisine ou dans sa chambre, avec peut-être des éclairages et des petits néons. Tout ça est merveilleux, mais constitue des sortes de mandalas, des sortes de figures très anciennes qu'on peut retrouver aussi dans les civilisations persanes et autres civilisations de l'Antiquité. Voilà, donc c'est Bruno Montpied là, qui a étudié beaucoup ces jardins anarchiques, voilà, édité à la Montreuil. Et il a écrit un livre dont j'aime bien le titre, Le gazouillis des éléphants. Tentative d'inventaire général des environnements spontanés et chimériques créés en France par des autodidactes, populaires, bruts, naïfs, excentriques, loufoques, brenzing ou tout simplement inventifs, passés, présents et en devenir, en plein air ou sous terre, quelquefois en intérieur, pour le plaisir de leurs auteurs et de quelques amateurs de passage. Voilà. Nous voilà invités à rentrer dans cet environnement. Alors, pour finir, je voudrais quand même me reposer des questions sur le sens de cet art. Finalement, nous ressentons une émotion très forte devant ces objets de pas grand-chose, en tout cas des objets un peu énigmatiques, parce que nous ressentons très fortement l'intensité de la vie humaine qui est donc le site de la production de ces œuvres. Une vie à l'état limite de l'humain, une vie parfois très calée dans la folie, dans la maladie, dans le handicap, ou plus simplement dans une retraite un peu dénuée de sens, dans une sorte d'isolement social qui est toujours lourd de conséquences, et prisonniers, la pauvreté, l'esclavage, le handicap. Une vie de souffrance, d'abêtissement, une vie finalement d'homme simple, sans condition, comme dirait Robert Musil. Donc, nous sommes bouleversés. Et jusqu'où suis-je bouleversé? Et c'est là que se pose le problème. Parce que je vous montre ici une image du musée, donc le LAM à Lille, l'art moderne et contemporain, qui a une grande collection d'art brut. Cette expression, ce titre, bon, c'est dans Télérama, une revue que j'aime bien, mais enfin quand même, l'art des fous a trouvé asile au LAM. Ah, ça, c'est malin de dire des choses comme ça, parce que voilà que cette blessure humaine qui déroute tellement notre rationalité, notre sens des convenances, notre sens des valeurs, voilà qu'elle est sacralisée, mais pas avec les fous, dans un lieu qui est un musée où les gens sont apparemment en bonne santé et vont regarder cette œuvre là tout à fait étonnante qui fait plusieurs mètres de long, c'est un peu l'œuvre emblématique du LAM, et qui regarde ça de haut, et qui regarde ça de loin, qui regarde ça sans finalement aller jusqu'au bout de la brutalité que cet art provoque en nous, parce que finalement, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on rejoint. J'ai le sentiment ici qu'il y a une sorte de vol, de rapt de ces œuvres qui vont être récupérées finalement par une certaine bourgeoisie, par notre milieu qui est celui de la convenance, c'est récupéré, relativement immobilisé. On peut dire que d'une certaine manière, on a reconnu l'œuvre, mais le fou, le malade, l'handicapé, le retraité qui s'ennuie, qui reste dans son pavillon de banlieue, il reste toujours aussi seul, rien ne change finalement. Au contraire même, on s'approprie ces œuvres comme des trophées de guerre pour établir encore un peu plus notre puissance, puisque même ces gens-là finalement produisent des choses qui peuvent avoir de la valeur, nos valeurs évidemment, car en aucun cas il ne s'agit de rejoindre ces fous, ces handicapés, ces malades pour vivre avec eux. En aucun cas il ne s'agit de renverser notre système de valeurs pour reconstruire un monde, non pas sur nos valeurs d'hommes dominants et bien rationnels, mais de reconstruire un monde à partir de ces marginaux, à partir de ces silencieux, à partir de ces moins que rien, qui, eux, envisagent certainement une autre manière d'être.
finalement un peu une question qu'on pourrait poser à la psychiatrie. Est-ce que, bien sûr que les médecins reconnaissent ces œuvres et les interprètent, bien sûr qu'elles sont utiles pour comprendre un peu la psychologie de ces gens-là, mais globalement, est-ce qu'on les soigne? Bien sûr, la question est mal posée. Est-ce qu'on a soin d'eux? Est-ce qu'on prend soin d'eux? Est-ce qu'on fait un peu comme le Christ qui dit aujourd'hui, je vais chez toi, je dis je vais dans ta maison. C'est évidemment pas une invitation à aller dans le musée, les nouveaux temples de notre culture aujourd'hui qui affichent des valeurs d'une façon bien propre et bien rationnelle. Et j'ai envie, pour finir, de lire évidemment cette prophétie d'Isaïe. Je pense que nous, chrétiens, devons être à l'affût moins des traces du sacré, moins des œuvres d'art qui finalement sont des sortes d'icônes aujourd'hui, des sortes d'idoles. Non, nous devons être à l'affût des traces d'humanité les plus ténues, les plus infimes, les plus fragiles, les plus défigurées, non pas pour les emmener chez nous et en faire encore une fois des trophées de guerre, des trophées de chasse, où nous aurions finalement domestiqué quelques sauvages et quelques miséreux bien oubliés et bien inconnus. Non, aller chez eux, reconstruire le monde à partir, comme le dit le pape dans sa dernière encyclique, reconstruire le monde à partir de ces traces d'humanité qui sont des appels au dialogue, des appels à l'altérité. Relisons Isaïe au chapitre 53. Le Messie décrit par Isaïe est sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence séduisante, objet de mépris, abandonné des hommes. Pour dire, que dit le prophète? Il dit qu'il faut voir dans celui qui est rejeté une figure de la transcendance. L'Évangile reprend ce texte en parlant de la pierre rejetée par les bâtisseurs qui devient la pierre d'angle de la fondation. La pierre d'angle, oui, c'est Aloïse, c'est Adolphe, c'est Augustin, ce Lucien dont j'ai parlé, c'est Armède et c'est inconnu, surtout qui meurt sur la voie publique sans qu'on connaisse ni son nom ni son âge. Peut-être sont-ils finalement les pierres de fondation, les vraies pierres de fondation du royaume évangélique. Le rebut humain, celui qui est rejeté, le déchet transfiguré, devient effectivement le socle même d'une vie d'altérité, d'une vie de relation où c'est pas le plus fort, le plus rationnel, le plus propre, le plus cultivé qui domine, mais bien cette forme de vie humaine tellement questionnante. La foi chrétienne nous invite à lire dans la résurrection ces résurgences d'humanité blessée, oubliée, bafouée, qui s'expriment avec trois fois rien, comme le font d'ailleurs beaucoup d'artistes, sans forcément passer par les asiles, ils n'existent plus, les hôpitaux ou les prisons qui existent encore malheureusement, ou d'autres lieux de relégation. Non, bien sûr qu'un Modigliani, finalement, c'est pareil. Tous nos artistes connaissent ces moments de folie, que ce soit Antonin Artaud qui finit d'une façon effroyable. Vont-ils créer à ce moment-là? Donc, ce sont des témoins d'une société qui est trop bloquée, qui est trop fermée sur elle-même, qui nous oblige effectivement à reconsidérer complètement le système des valeurs. Alors oui, un art brut, un art brutal. Oui, c'est un art qui nous emmène très très loin et qui nous oblige à renverser complètement nos systèmes de valeurs. Alors bien sûr que l'art des fous trouvera peut-être asile chez nous. Non, je pense qu'il faut aller chez eux. Il faut aller chez eux, il faut aller dans leur univers, on n'y comprendra rien, on va être dérouté, tout ça va nous conduire sans doute dans une reconstruction hasardeuse d'un monde qui se voudrait un monde de croissance, un monde de richesse, un monde d'exploit. Non, et nous voilà ramenés à des choses beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples, l'écoute de nos enfants, l'écoute de ceux qui souffrent, l'écoute de tous ceux qui sont brutalement mis dans des situations humaines, voire infrahumaines, et qui néanmoins, par l'art, bien sûr, par la création artistique, vont exprimer cette puissance de résurrection de l'humanité dans une valeur supérieure qui nous dépasse tous.